Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Dans la géographie mondiale de l'intelligence artificielle, ce sont les États-Unis qui dominent largement la recherche et le développement. Leur territoire abrite en effet des géants du web, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple notamment, ainsi que de très nombreuses startups spécialisées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cela s'explique par la forte attractivité du pays, dont les ressorts sont nombreux, salaires plus élevés, projets plus ambitieux, culture entrepreneuriale, excellence universitaire, etc. Dans cette affaire, le maître mot à retenir, c'est que nous devons former nos populations, car plus une société est formée, plus son niveau de vie est élevé. Nos pays ont cruellement besoin de formation de niveau universitaire, mais également de métiers, de médecins, d'informaticiens, de développeurs logiciels et web, d'administrateurs de systèmes et réseaux, d'analystes de systèmes et de bases de données, de community managers, d'architectes techniques et d'affaires, d'analystes d'affaires, de webmasters, de référenceurs, de directeurs des achats, de logisticiens, de managers de rayons, de conducteurs de lignes de production, de conseillers agricoles, d'ingénieurs agronomes, d'exploitants agricoles, de consignataires, d'ingénieurs d'ouvrages d'art, d'experts financiers, d'ingénieurs architectes, de directeurs techniques, de directeurs commerciaux, de gestionnaires de risques, etc. Puissais-je rappeler le mot de Malcolm X, sans éducation, on ne va nulle part dans ce monde. L'éducation est le passeport pour le futur, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Jean Fils-Aimé, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice, été 2021. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Vous l'aurez compris, nous allons parler de l'école aujourd'hui. Au fait, le prétexte nous est servi par le calendrier même, puisque de partout, c'est le
retour à l'école. De partout, c'est la rentrée des classes. Je voudrais vous lancer, dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, la question que voici. Retour à l'école, quelle école pour quel pays? Retour à l'école, quelle école pour quel pays? Au fond, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de poser un regard cru, de poser un diagnostic authentique sur les systèmes de l'éducation dans les pays noirs, c'est-à-dire dans les pays africains et dans les pays d'afro-descendants. Je vais relever aujourd'hui, au gré de l'émission, 20 faiblesses fondamentales de nos écoles. J'en ai 20. Vous en avez peut-être 10 autres. Un autre en a 5 autres. Et on pourrait éventuellement travailler à une compilation des faiblesses de nos systèmes éducatifs dans nos écoles. Question de redresser la barre. Pour quelle raison? Parce que sans éducation, un pays ne va nulle part. On ne peut faire du développement qu'en éduquant sérieusement nos populations. La table est mise. Le sujet risque d'être passionnant. En tout cas, j'en suis passionné. Je vous veux attentif. À ce stade-ci, vous connaissez le rituel. Offrez-vous une tasse de thé, offrez-vous une tasse de café, une tasse de chocolat chaud, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. 1804-2024, ça fait 220 l'année depuis ancêtres nous ont pris l'indépendance. 220 ans, crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile compatriotes perdu l'espoir, mais gen moun toujours. Qui ça nous pas fait qui fait arriver dans l'état ça? Qui ça nous doit faire pour changer destin pays pour l'histoire pas juger? Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora, parler dans une seule voix, a invité une chita, un grand monde responsable pour discuter honnêtement sur la situation pays et chercher une solution réelle. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Après workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flor Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre là. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, relez dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaiti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est où mon là ou mon pas là. Point. Avant la pause, on s'était promis de parler de l'école et le titre de l'émission, je vous le rappelle, c'est Retour à l'école, je veux bien, mais quelle école pour quel pays? Vous savez, l'un des genres littéraires, l'un de mes genres littéraires favoris, c'est la biographie. J'aime lire la vie des gens parce que j'en apprends de toutes les manières. En lisant la vie des gens, je ne m'intéresse pas qu'aux résultats qu'ils ont obtenus, je m'intéresse d'abord et avant tout à leur parcours, aux décisions qu'ils ont prises et qui étaient contraires aux attentes, aux conventions qu'ils ont brisées pour être qui ils sont. Et dans le cadre de la préparation de cette émission, je me suis posé la question suivante. Pourquoi nos pays africains, pourquoi nos pays afro-descendants ont-ils de la misère à produire des Bill Gates, des Steve Jobs ou des Jeff Bezos? Et j'ai choisi
ces noms-là à dessein. Vous allez comprendre pourquoi. Je reprends ma question de départ. Pourquoi nos pays africains, pourquoi nos pays d'afro-descendants ont-ils de la difficulté à produire des Bill Gates, à produire des Steve Jobs et des Jeff Bezos? La réponse est simple. Parce que nos écoles n'encouragent pas l'esprit entrepreneurial. Aussi simple que cela. Au fait, nous n'avons rien à envier en termes d'intelligence à Bill Gates. Je suis sûr qu'il y a plein d'Africains, plein d'Afro-descendants qui, en termes d'intelligence, ont le même QI que les Bill Gates. Peut-être même ils ont un QI supérieur à ces trois hommes que je viens de citer. Mais pourquoi nos pays, répétais-je, n'arrivent-ils pas à produire des Bill Gates? N'arrivent-ils pas à produire des Steve Jobs? N'arrivent-ils pas à produire des Jeff Bezos? La réponse est simple. Parce que nos écoles n'encouragent pas l'esprit entrepreneurial. C'est simple. Nous allons à l'école pour trouver une job après. On oublie de nous dire qu'on peut aussi aller à l'école pour créer sa propre job. Et voilà pourquoi nos écoles finissent par former plus de chômeurs que d'entrepreneurs, parce que vous avez passé 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans et mettez-en, n'est-ce pas, à l'école, mais le système n'a pas été conçu pour semer en vous l'esprit entrepreneurial. C'est un système qui a été conçu de manière à vous bourrer le crâne pour que vous alliez cogner à la porte d'un employeur qui vous engage, n'est-ce pas, selon ses caprices, qui vous engage selon son humeur et qui vous congédie, n'est-ce pas, en fonction de l'humeur du marché. L'école a oublié de former des entrepreneurs. Or, s'il est un besoin criant aujourd'hui dans nos pays africains, s'il est un besoin criant aujourd'hui dans nos pays d'afro-descendants, c'est ce besoin-là. On a besoin d'entrepreneurs. Et ce serait pas, à mes yeux, futile de rappeler quelques bribes de l'histoire personnelle de Bill Gates, de l'histoire personnelle de Steve Jobs, de l'histoire personnelle de Jeff Bezos. Dans quel but je le fais? C'est pour pointer du doigt la première faiblesse de nos écoles. Bill Gates. Voilà un jeune homme qui est admis à l'université Harvard, l'une des meilleures universités du monde. Voilà. C'est l'une des universités, n'est-ce pas, qui donne des lauréats en prix Nobel. Lui, il est là-dedans. Mais très rapidement, il réalise que l'université n'est pas faite pour lui. Très rapidement, il découvre que ce qui lui convient, ce n'est pas de s'asseoir sur les bancs d'une université, mais c'est de retourner dans le garage de son père pour créer son propre logiciel. Et voilà, le génie créateur de Microsoft allait naître dans un garage après qu'il a laissé les bancs de l'université Harvard. J'essaie de m'imaginer si Bill Gates vivait en Haïti, s'il était mon fils, par exemple. Comment moi j'aurais réagi si mon fils m'appelait un beau matin pour me dire « Papa, je sais que vous souhaitiez que je sois ingénieur, n'est-ce pas, gradué de l'université Harvard, mais l'université de Harvard n'est pas faite pour moi. Les bancs de l'université ne me conviennent pas. Ce qui me convient à moi, c'est de retourner dans le sous-sol de la famille pour créer mon propre logiciel. » Je vous dis là, tel que j'ai été formé, tel que j'ai été dressé, eh bien je serais pas content. Je ferai tout un cours à mon garçon pour essayer de le décourager, pour essayer de lui montrer que, écoutez, ce qu'il est en train de faire le prépare au contraire au chômage et qu'il ne serait jamais, n'est-ce pas, un grand homme, qu'il serait jamais un grand citoyen. Eh bien, j'aurais tout simplement ainsi tué le génie créateur de mon garçon.
Et j'aurais tué son génie créateur, pas parce que je suis de mauvaise foi, mais au contraire parce que moi, comme papa, je n'ai pas été formé avec un esprit entrepreneurial, auquel cas serais-je insécurisé moi-même, auquel cas aurais-je eu peur pour l'avenir de mon fils, si jamais il se présentait devant moi pour me dire que ce qui l'intéresse, c'est de créer son propre logiciel et de lancer sa propre entreprise. Deuxième exemple, mais c'est celui de Steve Jobs. Un exemple comparable à bien des égards. Steve Jobs, vous le savez, n'a passé qu'une session à l'université. Encore là, il n'était même pas là tous les jours. Et quand il a appris, il n'a suivi que quelques cours en calligraphie. Ce qui intéressait Steve Jobs, c'était l'aspect esthétique des lettres. Il avait une passion pour la beauté des lettres, pour les différentes façons dont on peut former une lettre. Bon Dieu, vous comme parent, votre garçon va à l'université et puis il vous dit, écoutez, moi ce qui m'intéresse c'est la calligraphie. Ma passion c'est la beauté des lettres. Je suis à peu près sûr que vous auriez cru que votre fils ne va pas bien dans la tête et que bientôt il faudra l'amener voir, n'est-ce pas, un psychologue, sinon un psychiatre. Et pourtant, vous notez, la passion de Steve Jobs pour l'esthétique des lettres, c'est précisément ça qui va donner Apple. Quand quelqu'un a un produit Apple, justement, entre les mains, ce qui l'attire dans ce produit Apple, c'est quoi? C'est justement l'esthétique de la chose. Et point n'est besoin de dire que Steve Jobs a réussi parce que il a compris que l'école n'était pas faite pour lui. Ce qu'il devait faire, c'était de lancer sa propre entreprise. Dernier exemple, et je pourrais vous multiplier plein d'autres exemples, Jeff Bezos, le roi d'Amazon. Qui aujourd'hui n'a pas entendu parler d'Amazon? Que dis-je? Quels sont ceux qui n'ont jamais reçu un produit d'Amazon ou bien qui n'ont jamais commandé quelque chose sur Amazon? Mais ces personnes-là sont rares, celles qui n'ont jamais entendu parler d'Amazon. Et pourtant, vous savez, en 1994, Jeff Bezos a 30 ans. Il est libraire. Imaginez, Jeff Bezos n'est pas ingénieur, il n'est pas informaticien, c'est un libraire. Et il lit dans un magazine ou bien il entend parler du fait que si on arrive à offrir une librairie en ligne, cela augmentera la rentabilité de cette librairie de 2300%. Waouh! Imaginez quelqu'un qui est dans une librairie conventionnelle, qui vend des livres, qui attend que un homme ou une femme entre, personne après personne pour commander un livre ou bien pour entrer dans la librairie sans rien acheter aussi. C'est aussi ça. Et qui entend dire que si on arrive à offrir ce service-là en ligne, cela augmentera la rentabilité de la librairie de 2300%. Il n'a suffi que de cela pour que Jeff Bezos se mette à réfléchir à un logiciel grâce auquel il offrirait des livres dans un premier temps en ligne et par la suite toutes sortes de produits en ligne. Et voilà que de 1994 à nos jours, cet homme qui avait alors une trentaine d'années s'est mis à construire, n'est-ce pas, ce qui allait devenir le géant du web, Amazon, et aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde. Quel est le point commun entre Bill Gates, Steve Jobs et Jeff Bezos? L'esprit entrepreneurial. Ils n'ont pas de PhD, ces gens-là. Bill Gates est allé terminer, je pense, son diplôme à Harvard tout récemment, dans sa vie adulte, un petit peu pour se faire plaisir. Mais qu'est-ce que la culture américaine a offert à ces trois hommes que nos pays ne nous offrent pas? Eh bien, à l'école américaine,
on apprend aux jeunes à développer l'esprit entrepreneurial. Ce n'est pas vrai que tous doivent terminer l'école. Ce n'est pas vrai que tous doivent terminer l'université. Ce n'est pas vrai que tous doivent, n'est-ce pas, exercer une profession conventionnelle. 1804-2024, ça fait 220 l'année les Byzantins de te prendre l'indépendance. 220 ans crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile compatriotes perdu l'espoir, mais gen moun toujours. Qui ça nous pas fait qui fait arriver dans l'état ça? Qui ça nous doit faire pour changer destin pays pour l'histoire pas juger? Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora, parler dans une seule voix, a invité une chita en grand monde responsable pour discuter honnêtement sur situation pays et chercher une solution réelle. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Abgen workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flor Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre là. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, relez dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaiti.com. Pas de cacher l'ombrite là. C'est où mon là ou mon pas là. Point. Ce qui compte, c'est de suivre, n'est-ce pas, sa propre étoile. Il y en a qui sont faits pour aller faire du 8 à 5 dans le bureau qui appartient à quelqu'un d'autre, mais il y en a d'autres qui sont faits pour créer quelque chose. C'est-à-dire pour inventer quelque chose que personne d'autre n'avait fait. Est-ce que nos écoles, est-ce que nos systèmes éducatifs dans nos pays africains, dans nos pays noirs, encouragent l'esprit entrepreneurial? Parce que l'intégrité intellectuelle commande de dire non. Voilà pourquoi les Bill Gates, les Steve Jobs, les Jeff Bezos, s'ils naissent dans nos pays et s'ils sont suffisamment chanceux, ils vont laisser nos territoires pour aller dans d'autres pays où l'esprit entrepreneurial est encouragé. La deuxième grande faiblesse de nos écoles, c'est que nos écoles, dans nos pays africains, dans nos pays d'afro-descendants, mettent l'accent sur la compétition plutôt que sur la coopération ou sur la coopétition. Nos écoles encouragent les premiers de classe, nos écoles encouragent ceux qui ont des A+, et puis nos écoles poussent ceux qui sont capables, ceux qui sont forts, et ceux qui sont forts, n'est-ce pas, on les invite même à travailler tout seuls pour arriver avant les autres. Mais l'une des choses que je découvre au gré de mes lectures de la vie de ces gens-là, et pas seulement ceux-là, mais d'autres qui réussissent dans d'autres domaines, c'est que leur réussite n'est pas la résultante d'efforts individuels. Bill Gates a dû s'adjoindre quelqu'un. Jeff Bezos, qui n'est pas informaticien, a dû s'adjoindre un informaticien. La même chose, n'est-ce pas, pour Steve Jobs, qui n'est pas informaticien. Nos écoles mettent tant d'accent sur la compétition qu'elles finissent par tuer l'esprit de coopération. Et vous savez que ça se reflète même dans la vie de tous les jours. Ça se reflète, n'est-ce pas, dans la vie politique. Chaque politicien veut former son propre parti politique. On se retrouve donc avec 300 partis politiques pour un petit pays. Et dès que l'un d'entre eux est élu, eh bien les 299 autres, n'est-ce pas, forment déjà l'opposition et ne songent qu'à renverser celui qui a été élu. Il ne faut pas chercher loin. Il ne faut pas regarder ailleurs. Il faut regarder dans nos écoles.
nos écoles mettent un tel accent, nos écoles mettent une telle emphase sur la compétition qu'elles tuent chez nous l'esprit de coopération. Et vous notez que dans nos pays, un leader qui fait du leadership participatif, un leader qui fait appel à la créativité des gens, un leader qui demande à ses dirigés, justement, des idées pour mieux les diriger, pour mieux les administrer, bien dans nos pays, cela est perçu comme de l'incompétence. Quel est ce leader qui demande, n'est-ce pas, à ses gouvernés ce qu'ils pensent de telle ou telle décision? Ces gouvernés vont lui dire, n'est-ce pas, à ce leader, vous êtes payé pour savoir. Vous êtes payé pour nous gouverner et non pas pour obtenir, n'est-ce pas, nos opinions, non pas pour recueillir nos avis. Pour quelle raison? Parce que l'une des faiblesses de nos écoles, c'est qu'elles mettent tellement l'accent sur la compétition qu'elles tuent chez nous l'esprit de coopération, qu'elles tuent chez nous l'esprit de coopétition. Et pourtant, c'est ironique parce que on va passer toute sa vie à collaborer. L'autre disait qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Si je suis cordonnier, je suis pas tailleur, donc je vais devoir faire appel au tailleur. Si je suis mécano, eh bien, je suis pas coiffeur, je vais devoir faire appel au coiffeur. Si je suis informaticien, je ne suis justement pas avocat, je vais devoir faire appel à l'avocat. Eh bien, je ne suis pas nécessairement plombier, j'aurai besoin des services de ce dernier. Eh bien, il serait important que l'école, eh bien, dès notre plus jeune âge, nous dise que, mais la vie est un champ de coopération. La vie est un champ d'interconnexion. La vie est un champ d'interdépendance et que c'est contre-productif d'être en compétition avec son camarade. C'est contre-productif d'être en compétition avec, n'est-ce pas, son voisin. Ce qu'il faut justement, c'est de coopérer pour que dans ce jeu d'interconnexion, pour que dans ce jeu d'interdépendance, nous puissions tirer le maximum du talent l'un de l'autre. Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres, Haïti, qui a conquis son indépendance par les armes. 1804-2024, ça fait 220 l'année les ancêtres de nous prendre l'indépendance. Ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. Dessalines, c'est mon homme. C'est lui qui a fait de moi celui qui peut regarder le soleil en face. 220 ans, crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile, compatriotes perdu l'espoir, mais il y a moun toujours. Bon, c'est la fin de sortir dans sa nouille là, Michel Soukar. Depuis Haïtien décide de sortir, n'a pas sorti. Qui ça nous pas fait qui fait arriver dans l'état ça? Écoutez bien le mot conscience, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, les amis. Qui ça nous doit faire pour changer destin pays pour l'histoire pas juger? On peut prendre état de légitime défense parce que pas personne mon avec, c'est normal pour le défendre tête li. Et c'est là où je vais vous dire qu'il nous faut rééditer le 18 novembre 1803. Et moi, le peuple a décidé. Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora, parler dans une seule voix, a invité une chita, un grand monde responsable pour discuter honnêtement sur la situation pays et chercher une solution réelle. In order to deal with this, we're going to have to do three things. We're going to have to be resilient individuals, resilient citizens, and resilient leaders. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Après workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flor Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre là. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, relez dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaiti.com. Pas de caché l'ombrite là.
C'est ou bon là ou bon pas là. Point. Nos écoles ne construisent pas en nous la fierté identitaire. J'aime comparer ce qu'un finissant dans nos pays ressent en ce qui a trait à son pays à ce qu'un finissant dans un pays dit développé ressent par rapport à son pays. Ah, l'Américain, il est fier de son pays. Et ça n'a rien à voir avec le parti politique dont il est membre, ça n'a rien à voir avec celui qui est élu président, mais parce que à l'école, on lui apprend, n'est-ce pas, la fierté. On lui apprend, n'est-ce pas, à être fier de l'histoire de son pays. On lui apprend, n'est-ce pas, à aimer les bâtisseurs de son pays. On lui apprend à aimer, n'est-ce pas, les héros de son pays. On lui apprend à aimer sa culture. On lui apprend à aimer sa cuisine, etc. Et au bout du compte, après la dizaine d'années passées à l'école, eh bien, on a un citoyen qui est fier de son pays. On a un citoyen qui a été construit de manière à développer la fierté identitaire. A contrario, chez nous, si on fait un sondage auprès de nos finissants, eh bien, non seulement ne sont-ils pas fiers de leur pays, mais pire encore, ils cherchent à laisser ce pays. Parce que pour eux, ce pays où ils sont formés n'est qu'un club-école. Ce pays où ils sont formés, n'est-ce pas, n'est qu'un lieu de transit vers un autre lieu où ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans leur pays d'origine. Encore une fois, la raison première, ce n'est pas nécessairement la politique. La raison première, c'est l'école. D'où la quatrième faiblesse, nos écoles forment, écoutez bien, des expatriés ou des émigrés plutôt que des patriotes. C'est malheureux à dire. Nos écoles ne forment pas des patriotes, c'est-à-dire des gens qui vont aimer leur patrie plus que tout. Des gens qui vont aimer leur patrie plus que la religion, des gens qui vont aimer leur patrie plus que l'étranger, des gens qui vont aimer leur patrie plus que les pays développés, au point d'être prêts à mourir pour ce pays et à mettre toute leur énergie et tout leur talent pour développer ce pays. Non, au contraire. Nos écoles forment des expatriés. Nos écoles forment, n'est-ce pas, des émigrés. Les chiffres doivent être heureusement différents dans vos pays à vous, mais dans mon pays à moi, vous savez, jusqu'à 85% de ceux qui détiennent un diplôme postsecondaire laissent le pays dans les 5 ans qui suivent leur taux de diplomation. Parfois, ça peut atteindre jusqu'à 90%. Imaginez, les amis. Si l'école formait de véritables patriotes, si l'école formait des gens qui ont cette fierté identitaire, avant de laisser leur pays, ils y songeraient 2 fois. Ils se seraient dit, plutôt que de laisser le pays, qu'est-ce que nous pouvons faire pour transformer ce pays? Les écoles dans nos pays forment des expatriés, des émigrés, plutôt que des patriotes. Avançons dans nos faiblesses. Nos écoles ne valorisent pas les métiers. Voilà pourquoi finalement, nos écoles sont des lieux de formation de chômeurs. Dans mon livre Être noir, une fabrication occidentale, je dis que nos écoles finalement sont des lieux de formation pour des intellectuels verbeux, des gens qui ont la manie de la parole, qui peuvent tout dire, qui peuvent parler d'abondance, qui peuvent tenir des discours extraordinaires, mais s'agissant de passer à la pratique, mais ils en sont incapables. Pourquoi? Parce que nos écoles ne valorisent pas les métiers. Nos écoles préfèrent former des chômeurs bardés de diplômes plutôt que de former quelqu'un qui a passé moins d'années à l'école, mais qui répond concrètement aux besoins de sa collectivité.
comme plombier, comme cordonnier, comme charpentier, comme tailleur, comme cordonnier. Je lisais en marge de la préparation de cette émission les métiers qui sont en voie de disparition et qui sont recherchés. Et vous savez quoi? Parmi les métiers qui sont recherchés aujourd'hui, on parle justement de charpentier. Mais imaginez si nos enfants à nous disaient, écoutez, ils sont doués plus pour des métiers que pour ces fameux diplômes universitaires, on verrait dans ces enfants-là des ratés, malheureusement. Malheureusement. Et pourtant, tout le monde sait que on ne peut pas vivre en société sans un bon charpentier. On ne peut pas vivre en société sans un bon plombier. On ne peut pas vivre, n'est-ce pas, en société sans ces métiers-là. Moi, quand j'étais jeune, c'était les moins bons qui s'arrêtaient en chemin pour aller apprendre des métiers. Mais vous notez à quel point nous étions idiots comme société. C'est-à-dire, quand quelqu'un était bon, il devait pousser, n'est-ce pas, son cursus scolaire, son parcours scolaire le plus loin possible. Mais là, s'il était moins bon, puis mais voilà, les parents de guerre lasse l'envoyaient apprendre un métier. Et déjà, lui, il voyait la chose comme une humiliation parce que ses frères et ses sœurs pouvaient pousser jusqu'à l'université, tandis que lui, mais il devait s'arrêter en chemin pour apprendre un métier. Et vous savez quoi? Je connais beaucoup de cas où ces gens qui se sont arrêtés en chemin pour apprendre un métier gagnent mieux leur vie que ceux qui ont poussé jusqu'à l'université pour amener des diplômes ronflants à leurs parents. Nos écoles ne favorisent pas non plus le sens critique. Dites-moi, connaissez-vous des profs dans nos écoles, en Afrique ou bien dans nos écoles, dans les pays afro-descendants, qui acceptent d'être remis en question par leurs élèves? Mais non. Ah, mais cet élève-là va connaître un mauvais quart d'heure. Qui sait, il ne finira peut-être même pas l'année. Ce prof-là, n'est-ce pas, va tout faire pour l'éliminer. Comment ose-t-il, ou bien comment oserait-il remettre en question ce que le professeur sait tout dit? C'est le mécanisme du bourrage de crâne. Hein? Tu viens à l'école, tu fermes ta putain de gueule, tu copies tout ce que le prof te dit, tu ne remets rien en question et à l'examen, tu vas répéter. Ça veut dire tu vas cracher sur une feuille ce que le prof a dit. Nos écoles ne développent pas chez nous le sens critique. Parce que nos écoles ne développent pas le sens critique, vous savez ce que ça fait? Dès que quelqu'un nous remet en question, nous le voyons comme un ennemi. N'est-ce pas? C'est pour ça que les choses virent en des guerres civiles dans nos pays. Parce que à l'école, nous n'avons pas appris à remettre en question les idées reçues. D'abord parce que nos écoles sont très influencées par la religion. Et vous savez que la religion, n'est-ce pas, livre aux gémonies ceux et celles qui remettent en question ces dogmes. Et nos écoles, malheureusement, fonctionnent selon le paradigme religieux. Nos écoles fonctionnent avec des idées pré-reçues qu'il ne faut pas remettre en question et qu'on transmet de génération en génération. Eh bien, puisque c'est comme ça que nous avons été formés à l'école, eh bien, il arrive que dans la vie, dès que quelqu'un nous remet en question, eh bien, nous voyons en cette personne quelqu'un qui doit mourir. Nous voyons en cette personne quelqu'un que nous devons abattre. Et nos partis politiques fonctionnent aussi comme ça. Dès que quelqu'un est élu, eh bien, ceux qui ne sont pas élus, ils cherchent à les éliminer les uns après les autres. Et ceux qui ne sont pas élus cherchent à l'éliminer aussi lui. Mais ça aussi, c'est l'école, les amis. Parce que nous avons beau lire que du choc des idées jaillira la lumière, mais ça, c'est une idée. Dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un nous remet en question, nous sommes fâchés contre lui. Et plutôt que d'apprécier à sa juste valeur la proposition que la personne nous fait,
eh bien, nous tirons sur le messager. Ça aussi, c'est l'école, les amis, parce que l'école ne cultive pas en nous l'esprit critique. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Une autre faiblesse de nos écoles, c'est que nos écoles ne sont pas axées sur les besoins de l'apprenant. Moi, je me rappelle, là, quand j'étais à l'école en Haïti, surtout à la petite école, quand un élève n'était pas bon, là, mais on l'humiliait. Quand un élève n'était pas bon, mais les autres se moquaient de lui, si bien que ceux qui n'étaient pas bons, oh là là, c'était leur problème à eux, ou bien c'était le problème de la famille. Ce n'était pas le problème de l'enseignant. Or, l'école devrait être axée sur les besoins de l'apprenant. L'école, ce n'est pas une course. L'école, ce n'est pas un marathon vers la performance. L'école ne devrait pas être ce théâtre où, n'est-ce pas, on applaudit les meilleurs et puis où on humilie, n'est-ce pas, ceux qui ne sont pas bons. En réalité, un vrai pédagogue va se dire ceci. Le problème d'apprentissage de mon élève devient mon problème et ma véritable récompense sera de faire en sorte que celui ou celle qui a des difficultés à apprendre puisse développer ses propres moyens, ses propres outils d'apprentissage, en sorte que, au bout de l'année, le vrai pédagogue, sa plus grande joie, ce ne sera pas de voir que celui qui était bon dès le début obtienne une excellente note, mais sa plus grande joie viendra du fait que, waouh, celui ou celle qui avait des difficultés au début de l'année développe, n'est-ce pas, sa propre façon d'apprendre et rehausse, pour ainsi dire, son estime de soi. Donc, l'une des faiblesses de nos écoles dans nos pays noirs, dans nos pays africains, dans nos pays d'afro-descendants, c'est que nos écoles ne sont pas axées sur les besoins de l'apprenant. J'ai un grand ami, c'est un aîné, c'est un érudit. Dernièrement, je lui disais, mais à l'école, dis-moi, comment tu étais? Est-ce que tu étais un premier de classe? Il dit, jamais, Jean, je détestais l'école. Il dit, mais cette structure-là ne me convenait pas. L'idée de m'asseoir du matin jusqu'en après-midi pour écrire ce que le prof disait, tandis que j'avais la bouche haute, je voulais poser des questions, etc. Eh bien, 9 fois sur 10, me disait-il, Jean, je me suis retrouvé avec des pensums. On me faisait passer d'une classe à une autre parce que cette structure-là n'était pas faite pour moi. Pour quelle raison? Parce que c'était pas axé sur mes besoins à moi. Et la personne dont je vous parle, est au milieu de ses 70 ans. Donc vous notez que 70 ans plus tard, les choses n'ont pas tant changé que ça dans nos pays. Un étudiant qui remet en question, un étudiant qui apprend par lui-même va avoir toutes sortes de difficultés dans nos structures scolaires parce que nos écoles ne sont pas axées sur les besoins de l'apprenant. Nos écoles ont été construites de manière à être un marathon, une course vers la performance. Nos écoles ne sont pas des lieux de production de savoir local. Je vais partager avec vous une anecdote personnelle. Dernièrement, j'avais un problème là. J'avais une certaine douleur au niveau de la hanche et puis
j'ai parlé à quelqu'un qui se trouve aux États-Unis. Et puis il me dit, Jean, mais tiens, comment toi, haïtien, tu sais pas quoi faire pour résoudre ce problème. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela, et tu vas voir, tu vas éprouver un soulagement. Vous savez, c'est ce type de production de savoir autochtone-là que nos écoles devraient favoriser. L'école ne devrait pas être un lieu de répétition de savoir. L'école devrait être un lieu de production de savoir. Dites-moi, de mémoire comme ça, dites-moi, pendant les 10 années que vous avez passé à l'école, ou bien pendant les 15 années que j'ai passé à l'école, ou vous qui êtes encore à l'école dans nos pays respectifs, dites-moi un seul savoir que tel prof a développé et qui est en parfaite adéquation avec votre milieu. Et pourtant, nous avons des pays si riches en faune, nous avons des pays si riches en flore, nous avons des pays, n'est-ce pas, qui n'attendent que des audacieux, des gens qui ont l'audace, des gens qui ont l'esprit créatif, n'est-ce pas, viennent tout simplement développer des savoirs. Qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? Mais à répéter les savoirs des autres. En sorte que nos profs se contentent de regarder dans leur cahier, ils se contentent de regarder dans leur manuel ce qui a été produit par les autres. Et quels sont les profs que nous admirons? Ce sont justement les profs qui ont été formés ailleurs. Parce que nos écoles ne sont pas des lieux de production de savoir autochtone. Nos écoles ne sont pas des lieux de production de savoir local, mais des lieux de répétition de savoir. Et puisque nos écoles ne sont pas des lieux de production de savoir, mais des lieux de répétition de savoir qui viennent d'ailleurs, eh bien, nos écoles, je l'ai dit il y a quelques instants, ne sont pas en adéquation avec nos milieux. C'est malheureux que dans nos pays, ce soit les étrangers qui décrivent notre faune, qui décrivent notre flore. En Haïti, hélas, les plus beaux manuels qui parlent, n'est-ce pas, de la flore haïtienne, qui parlent de la faune haïtienne, vous savez, ces manuels-là sont écrits par des étrangers. Et parfois, c'est par des étrangers qui ont vécu à l'époque de l'esclavage. Il y a encore un manuel qui est très célèbre dans nos pays, qui a été écrit, imaginé pendant l'époque de l'esclavage. C'est vous dire à quel point notre savoir au niveau de notre flore, notre savoir au niveau de notre faune n'est pas si développé que cela. Mais rien d'étonnant, puisque nos écoles ne sont pas en adéquation avec nos milieux respectifs. Nos écoles ne sont pas avant-gardistes. Disons-le, les amis. Qu'est-ce que l'école? L'école, c'est un lieu d'apprentissage qui forme, ou du moins qui devrait former des citoyens qui vont répondre aux besoins de leur collectivité, donc qui vont contribuer à leur collectivité. Mais l'école devrait être aussi un lieu où on anticipe l'avenir, que dis-je, où l'on crée, où l'on forge le futur. Mais c'est ça l'école. L'école devrait être cet endroit où j'anticipe ce qui s'en vient et où je me prépare pour ce qui s'en vient. L'école devrait être cet endroit où non seulement j'anticipe ce qui s'en vient, mais où je fais advenir ce qui s'en vient. C'est ce que j'appelle une école avant-gardiste. Mais en réalité, que sont nos pays, les amis? Nos pays, je vais peser mes mots, forment pour des métiers d'hier. Des métiers qui de toute façon vont disparaître. Vous notez que nos écoles, je prends cela comme exemple, sont encore en train de former des caissières de banque. Alors que dans tout pays avancé, on sait que c'est un métier qui va disparaître. En sorte que nous continuons à soutirer l'argent des gens.
lorsque nous leur apprenons comment être de bons caissiers ou de bonnes caissières de banque, alors que dans tout autre pays, c'est un métier qui va disparaître. Pour quelle raison? Parce que, eh bien, c'est en train d'être robotisé, cette affaire-là. C'est en train d'être informatisé. Je ne prends cet exemple-là qu'au gré de ma spontanéité. Nos écoles n'anticipent pas l'avenir. Nos écoles ne font pas advenir l'avenir. Nos écoles continuent de former les gens, je pèse mes mots, répétais-je, pour les métiers d'hier. Finalement, nos écoles, c'est quoi donc? C'est des lieux de formation pour les chômeurs. Et c'est pas pour rien que dans nos pays, dès que quelqu'un a fait des études, il n'a qu'une seule ambition, faire de la politique. Pourquoi? Parce que, d'abord, il a appris à l'école des choses qui ne sont pas en adéquation avec son milieu. Donc, ce qu'il a appris à l'école ne lui permet pas de contribuer véritablement à son milieu. Et puisqu'il a des diplômes, eh bien, qu'est-ce qui se passe, les amis? Eh bien, il attend son tour à lui pour diriger. Et en dirigeant, ce n'est pas le service des autres qui l'intéresse, qui le motive, c'est plutôt s'enrichir, question de rattraper les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans qu'il vient de passer au chômage. Et donc là, il va, n'est-ce pas, puiser à deux mains dans ce qui appartient à la collectivité. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet « Émissions », vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet « Contact » qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Nos écoles, cela va sans dire, sont sous-financées. Nos écoles ne sont pas une priorité pour nos hommes et nos femmes d'État, à quelques exceptions près, on s'en fout. Hein. Quand on regarde la statistique de ceux qui savent lire et écrire vraiment dans nos pays, comparé à des pays qui sont véritablement avancés, eh bien là, on peut toucher du doigt l'une des raisons de nos retards socio-économiques, parce que nos écoles ne sont pas des priorités politiques. Elles sont sous-financées. D'abord, l'enseignement n'est pas valorisé dans nos pays, hein, faut noter cela. C'est regrettable à dire. L'enseignement est probablement l'un des plus beaux métiers du monde, en ce que, par ce métier,
on est en train de former les citoyens de demain. Par ce métier, on devrait être en train de former, n'est-ce pas, les patriotes de demain. Par ce métier, on devrait être en train de former ceux qui justement vont bâtir la patrie ou bien vont continuer, n'est-ce pas, à bâtir cette patrie. Mais dans nos pays, les enseignants ne sont pas valorisés. Il y en a qui entrent dans l'enseignement par choix. Pour eux, c'est un véritable sacerdoce, mais 9 fois sur 10, ce n'est pas que je m'en réjouisse, 9 fois sur 10, ceux qui sont dans l'enseignement le sont pas par choix, mais ils le sont par manque d'options. Parce qu'ils se sont essayés à autre chose, ça n'a pas marché, et bien finalement, qu'est-ce qu'on leur offre? En tout cas, du moins dans mon pays, Haïti, ce qu'on leur offre, c'est d'enseigner tel cours, là. Alors là, ils reprennent leur cahier d'il y a 10 ans, ils reprennent leur cahier d'il y a 5 ans, et là, ils se remettent, n'est-ce pas, à répéter ce qui leur a été enseigné, parce que de toute manière, il faut bien qu'ils mangent. Hein? Et parfois, ils ne sont même pas payés. Ils ont des arriérés de salaire. Le gouvernement s'en fout. En Haïti, l'État perçoit sur chaque transfert qui est fait vers Haïti une taxe qui normalement était censée être affectée à l'école. Mais vous savez quoi? En plus de 10 ans, l'État haïtien a fourni 2 fois un rapport sur la somme qui est recueillie grâce à cette taxe prélevée sur les transferts vers Haïti. Mais le président, le défunt président, lorsqu'on lui a demandé, mais pouvez-vous nous dire à quoi ce montant-là a été affecté? Il dit, moi, je ne sais pas. Vous imaginez? Une taxe qui est prélevée sur chaque transfert qui est fait vers Haïti, soi-disant pour construire des écoles ou bien pour payer les profs ne sont toujours pas payés. Et lorsqu'on demande au chef de l'État, mais ce qu'il en est de l'utilisation de cet argent, il a dit qu'il n'en savait rien. Haïti, disait l'autre, c'est le pays où l'impossible devient possible. C'est le pays où le possible est justement impossible. Nos écoles sont sous-équipées ou mal équipées. Si on fait le tour du continent africain, ou bien si on fait le tour, on visite nos pays, n'est-ce pas, d'afro-descendants, on a l'impression que l'école, c'est la mal-aimée. Les banques sont équipées. D'autres institutions sont bien équipées. D'autres institutions sont à la fine pointe de la modernité, entre guillemets. Mais on a l'impression que nos écoles sont d'un autre temps. D'abord, nos écoles ne correspondent pas à la demande. Hein. Souvent, les étudiants vont rester debout. Parce que le nombre de places qui puissent accueillir, n'est-ce pas, un certain nombre d'étudiants n'a pas été conçu pour tout ce beau monde-là. Et ça devient la croix et la bannière. Les maîtres ne sont pas formés. D'abord parce que c'est pas un métier qui est valorisé. Puisque c'est pas valorisé, donc nos gouvernements ne mettent pas le budget qu'il faut pour la formation des maîtres. Et quand nos maîtres sont formés, ça aussi les amis, c'est un grand défaut. Quand nos maîtres sont formés, ils sont formés par qui? Par des étrangers, nos ennemis d'hier. En Haïti, quand nos maîtres sont formés, ils sont formés par des Français. Trouvez l'erreur, hein? Et on est encore étonné que l'école ne produise pas des patriotes, mais que l'école produise, n'est-ce pas, des émigrés ou des expatriés, mais tout est là. Nos maîtres ne sont pas adéquatement formés et quand ils sont formés par des étrangers. Ouf. J'ai mis le doigt sur quelques faiblesses, les amis, de nos systèmes scolaires. Et les faiblesses que j'ai relevées sont loin d'être exhaustives. Si je vous demandais à vous de souligner, n'est-ce pas, quelques-unes des faiblesses du système éducatif de votre pays respectif, je suis sûr que vous en auriez vous aussi une dizaine d'autres. Et pourtant, la réalité est là. Aucun pays ne peut s'élever,
aucune nation ne peut se développer, aucune collectivité, n'est-ce pas, ne peut s'élever justement sans l'éducation. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que les gens qu'on a à la tête de nos pays sont généralement des gens formés. Hein? Nos ministres sont généralement des gens éduqués. Nos ministres d'éducation sont généralement des gens qui sont formés dans les sciences de l'éducation. Mais pourquoi diable disent, hésite-t-il ou refuse-t-il à remettre en question toutes ces faiblesses dont je viens de vous présenter une liste partielle? J'ai commencé l'émission en vous rappelant que les pays aujourd'hui qui ont un grand pouvoir d'attraction, ce sont des pays dont les écoles sont tournées vers les intelligences artificielles. Nous, dans nos pays, nous continuons à écrire, n'est-ce pas, avec de la craie, dans un vieux tableau vert, sous un arbre. Donc, par des jours de pluie, il n'y a pas d'école. Comment peut-on espérer développer nos collectivités? Comment peut-on espérer relever, n'est-ce pas, nos peuples quand on n'accorde pas la priorité à l'éducation? Vous savez, j'aime à le dire, nous, comme citoyens, nous avons aussi une responsabilité. Nous qui sommes passés par cette école et qui constatons aujourd'hui que nous y sommes allés, mais aujourd'hui, quand nous dressons le bilan, il y a beaucoup de choses qu'il nous faudrait changer. N'avons-nous pas la responsabilité de mettre un terme justement à ce cercle vicieux, d'éviter que nous reproduisons les mêmes schèmes qui vont finir par produire les mêmes citoyens? Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de la question d'origine? Retour d'école. Quelle école pour quel pays? Quand est-ce que nos écoles vont prendre en compte nos besoins? Quand est-ce que nos écoles vont enseigner la fierté identitaire? Quand est-ce que nos écoles, n'est-ce pas, vont se préoccuper de produire des savoirs locaux plutôt que de répéter les savoirs des autres? Malheureusement, si on crée des emplois chez nous, si on veut révolutionner le système politique sans commencer par changer le système d'éducation, eh bien, dans quelques années, on aura les mêmes politiciens d'aujourd'hui parce que les politiciens d'aujourd'hui sont les fruits des écoles que nous avons chez nous. Où faut-il commencer? Il faut commencer par réformer les écoles. Vous savez, si on réforme les écoles, en une génération, on transformera un pays. Je vais vous le répéter, ça. Si on réforme l'école et qu'on ait des véritables écoles nationales, des écoles qui tiennent compte, n'est-ce pas, de nos histoires, de nos cultures, de nos milieux, il ne suffit que d'une génération pour changer le visage du pays. Car, justement, après une promotion, ce sont ces étudiants-là d'hier qui vont diriger nos pays demain. Autant dire, ce n'est pas vrai que ça prend 200 ans pour changer un pays. Ce n'est pas vrai que c'est impossible de changer une société si on commence par identifier les faiblesses de nos écoles, à y poser un diagnostic cru et à dresser la barre en apportant les changements qu'il faut. Vous verrez, en une génération, le visage du pays changera. Je sais une chose en tant qu'historien. Tous les pays qui ont changé pour de mieux ont commencé par changer leur système éducatif. Je vous ai parlé il y a quelques semaines du Japon. Je peux vous parler aujourd'hui de la Russie. Je pourrais aussi vous parler de l'exemple du Québec que je connais de fond en comble. Pour que le Québec soit devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un État moderne qui compte parmi les États les plus avancés au monde, il a fallu qu'à un moment donné, pas il y a 500 ans là, dans les années 60, à compter des années 63-64, il a fallu qu'à un moment donné, des patriotes se disent non, il nous faut changer l'école. Il nous faut enlever l'école de la griffe de la religion, en faire un outil de fierté citoyenne, en faire un outil de formation citoyenne. Et en quelques années seulement, les amis, le Québec est devenu un État moderne, qu'on peut prendre en exemple
à bien des égards. Donc arrêtons de croire que le sous-développement est une fatalité. Arrêtons de croire que ça prendra 10 000 ans pour changer, n'est-ce pas, la face de l'Afrique, ou que ça prendra des siècles, n'est-ce pas, pour changer Haïti. Foutaise. C'est des choses qu'on nous répète pour que nous soyons découragés et que nous ne sachions justement par quel bout commencer. Vous voulez savoir par quel bout commencer pour changer vos pays respectifs? Commencez par l'école. Nos ministres d'éducation devraient être non seulement des gens compétents, mais ils devraient être des gens patriotes. Tandis que nous entrons dans cette période qu'on appelle le retour en classe, cette période qu'on appelle la rentrée scolaire, posons-nous la question, mais quelle école pour quel pays? Quel pays sommes-nous en train de former par l'école? Quels citoyens sommes-nous en train de produire par l'école? Le triste constat est que nos écoles forment des expatriés, nos écoles forment des émigrés, plutôt que de former des patriotes. N'est-il pas temps que cela change? Je vous laisse avec cette question. J'espère vous avoir été utile. Il y a dans mon dernier livre tout un chapitre consacré à la problématique de l'éducation. J'ai touché du doigt quelques problèmes concrets du système éducatif dans nos pays africains, dans nos pays d'afro-descendants. En fait, on parle même pas de système éducatif, ce sont plutôt des systèmes de scolarisation. On nous apprend beaucoup de choses et puis là, nous devenons des intellectuels verbeux, des politiciens chômeurs qui attendent leur tour. Si on veut changer nos pays, les outils sont là, les amis. J'espère que vous avez aimé. Si tel est le cas, mais likez, partagez dans vos réseaux respectifs. Abonnez-vous à cette chaîne, que nous soyons de plus en plus nombreux. Si vous êtes déjà abonné, mais invitez les autres à s'abonner. Et surtout, procurez-vous mon dernier livre, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice. L'une des façons de détruire la matrice de production de l'être noir, c'est de casser la machine qui produit ces noirs, à savoir l'école dans nos pays. Le livre existe en français et en anglais. Vous n'avez aucun prétexte pour ne pas le lire. Lisez-le en famille. Je sais que beaucoup de gens le font déjà. Lisez-le en famille, achetez-le et offrez-le, n'est-ce pas, à des membres de votre famille qu'on prenne conscience de notre réalité et qu'on casse la matrice. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Au revoir.